Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au journal de ce lundi 28 août 2023, dont voici les principales articulations. Les actionnaires privés de l'hôpital Kila ne décolèrent pas et pour cause, ils craignent de ne pas pouvoir récupérer leurs investissements car ils sont certains que cet hôpital ne va pas se relever après le récent hold-up du gouvernement sur leurs actions. C'est au moment où cette structure sanitaire semble avoir été transformée en hôtel faute d'équipement et de personnel qualifié. Les Burundais réfugiés au camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, alertent pour leur sécurité qui ne cesse d'être perturbée par des groupes armés Maï-Maï ayant érigé des camps tout autour de leur. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la violation des droits des prisonniers qui continue à s'observer au Burundi. Le cas le plus récent étant celui d'un détenu qui vient de succomber de sa maladie après avoir essuyé un refus d'aller se faire soigner. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, politique d'abord. Célébration ce lundi 28 août 2023 du 23e anniversaire de la signature de l'accord d'Arusha. Cependant, après toutes ces années, la mise en application de cet accord n'a pas été exhaustive, selon le président de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, Sephora Arusha en sigle. Frédéric Bamvuginyumvila explique qu'il y a de principales raisons qui ont fait que cet accord n'a pas été mis en application. Suivez Frédéric Bamvuginyumvila, il est le président de la coalition Sephora Arusha. Plusieurs raisons expliquent la non-application exhaustive de cet accord. Il y a des secteurs où ça a été appliqué, il y a d'autres où cet accord ne l'a pas été. C'est par exemple à l'armée, il y a eu des équilibres, au niveau de l'administration il y a des équilibres, à la police il y a des équilibres, au Sénat ça a été direct après les élections. Donc à ce niveau-là, je crois que les choses ont marché. Mais pourquoi ça n'a pas pu aller comme c'était prévu? Tout simplement parce que, d'abord, avec la transition, on s'est rendu compte que la matière était très vaste par rapport au temps qui avait été prévu pour la mise en application des programmes de la transition. Et plus on constatait que le volume d'activités à réaliser était grand, plus le temps avançait et la date limite, elle ne bougeait pas. Donc ce qui fait que on n'a pas pu réaliser beaucoup de choses par rapport à ce qui était prévu. Deuxième élément, c'est que l'accord d'Arusha devrait être mis en application non seulement pendant la période de transition, mais même après la période de transition, dans la période appelée post-transition, l'accord allait continuer à être mis en application. Mais voilà le problème qui s'est posé. Comme le prévoyait justement toujours cet accord, il y a eu des élections qui n'ont pas été gagnées par les négociants de l'accord et les acteurs qui étaient présents pendant la transition. Donc il y a eu, comme le prévoyait l'accord, des élections qui ont été gagnées par le CNDD-FDD. Le CNDD-FDD qui n'avait pas participé aux négociations, mais également le CNDD-FDD dont le chef, Feu Pierre Nkurunziza, n'était pas d'accord avec cette approche de mettre les gens ensemble en faisant des quotas ethniques. Parce que pour lui, ce n'était pas ça le problème. Pour lui, il n'a jamais été d'accord comme il exprimait dans le journal Ikilimba de juillet 2015. Et une fois au pouvoir, il a accepté sur les bouts de lèvres le contenu de l'accord, mais en réalité, il n'était pas d'accord fondamentalement. La non-application de cet accord d'Arusha a eu plusieurs conséquences, selon toujours Frédéric Bamvuginyumvila, qui explique que le Burundi est retombé dans la crise politique et que les différents secteurs du pays en souffrent jusqu'aujourd'hui. Encore une fois, Frédéric Bamvuginyumvila.
Si vous analysez la gestion du CNDD-FDD de 2015 à aujourd'hui 2023, il y a une constance. Beaucoup de personnes tuées, une corruption systémique où la population contemple, observe et devient apeurée, appauvrie et en réalité une population qui est là, qui attend quelque chose qui va le sauver. Donc aujourd'hui, on constate que c'est une population complètement résignée. Il y a au niveau de la population une perte, quelque chose qui vient du fait que justement l'accord d'Arusha n'a pas été appliqué. Parce qu'il y a le protocole 4 par exemple qui concerne la population qui n'a pas été appliqué, qui continue à en souffrir. Donc il y a beaucoup de problèmes suite justement au fait que le pouvoir a mis au rencard l'accord d'Arusha et a préféré sa propre voie, et cette voie ne conduit pas à la paix que nous souhaitons, mais finalement elle nous conduit à la perdition, comme certains éléments l'attestent. Quant à l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles, elle considère l'accord d'Arusha comme un patrimoine national sur lequel il faut veiller jalousement. Selon Faustin Ndikumana, président de cette association, toute négligence de cet accord coûte très cher à la nation burundaise. Et Faustin Ndikumana de regretter que malheureusement les indicateurs sont au rouge. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. L'accord d'Arusha avait permis de construire un Burundi sûr pour tous et pour chacun. Outre le partage du pouvoir pour asseoir la concorde nationale et éviter l'exclusion, l'accord d'Arusha avait vraiment signé la renaissance du Burundi parce qu'il y avait d'autres principes contenus de l'accord d'Arusha qui devaient être érigés à mode de gouvernement. Donc il s'agissait de l'alternance au pouvoir, la démocratie, les élections, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, le développement économique, le partenariat avec nos partenaires techniques et financiers. Mais actuellement, si nous ne faisons pas attention, on dirait que certains de ces principes commencent à se volatiliser. L'exclusion commence à être vue par certains comme si elle est en train de réapparaître de plus belle, surtout l'exclusion au niveau politique, l'exclusion politique, ethnique, la corruption actuellement a pignon sur rue, la violation des droits de l'homme, la pauvreté s'installe encore une fois. On peut se demander alors les résultats de cet accord, 23 ans après sa signature. Ça veut dire que nous devons faire une introspection. De telles occasions devaient offrir l'occasion de débattre avec sincérité, avoir un discours des autorités officielles sur l'état de l'Union, sur l'état de la cohésion nationale. Parce que l'accord d'Arusha avait complété le déficit constaté dans la charte de l'unité nationale qui n'avait pas permis justement qu'il n'y ait plus de crise politique, notamment celle de 1993. Et j'imagine alors qu'on ne peut pas renier l'histoire. L'accord d'Arusha appartient à l'histoire du Burundi, appartient au patrimoine national. On doit vraiment le sauvegarder. C'est pour cela que Parsem estime qu'il devait y avoir une évaluation. Je vous le disais en titre, un détenu est récemment décédé à l'hôpital régional de Gitega des suites d'une maladie du foie et celle de l'estomac. Les proches accusent le procureur général près la cour d'appel de Gitega d'avoir refusé à la victime les soins adéquats et la libération alors qu'il avait été acquitté. Émile Nivasumba. Melvin Chugwegimana, c'est le détenu qui est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital régional de Gitega, qui le traitait depuis plusieurs jours. Pourtant, depuis plus de 2 semaines, les médecins de cet hôpital avaient recommandé son transfert à Bujumbura pour être consulté par un hépato-gastro-entérologue. Mais le parquet général près la cour d'appel de Gitega ne lui avait jamais accordé d'autorisation. La procureure générale Félicité Nichemezwe n'avait pas non plus autorisé la libération de Melvin Chugwegimana comme celle de 8 autres détenus qui venaient d'être acquittés de tous les chefs d'accusation d'homosexualité et d'incitation à la débauche. Le tribunal de grande instance de Gitega leur avait informé du jugement le mardi de la semaine dernière. Selon des sources à Gitega, la procureure générale près la cour d'appel Félicité Nichemezwe a signé le billet d'élargissement de Melvin Chugwegimana lorsqu'elle a appris sa mort.
Les proches de Mevin Chouguegimana demandent que la procureure générale Félicité Nichemezwe soit poursuivie devant la justice. Mevin Chouguegimana, qui est décédé, était marié et avait 33 ans. Émile Nibasoumba, toujours dans le chapitre Droits de l'homme, à la veille de la célébration de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, la campagne Ndundiza du Forum pour la conscience et le développement a sorti 3 rapports sur la disparition en 2021 de 7 personnes. Parmi ces victimes, il y avait des étudiants, des membres des partis politiques, des militaires à la retraite et d'autres catégories de gens. Le renseignement militaire est pointé du doigt dans ces disparitions, selon le président du FOCODI, Pacifique Ninahatsui. La semaine dernière, 3 rapports ont été publiés. Il s'agit d'un rapport sur la disparition forcée d'Isaac Ndouimana, un étudiant burundais en médecine au Kenya, qui était en vacances au Burundi et qui a été enlevé par des agents du renseignement militaire le 1er septembre 2021, alors qu'il sortait d'une fête familiale au mess des officiers de la garnison de Bujumbura. Le lendemain, le 2 septembre 2021, son ami, le caporal-chef Mélance Ndaïchimiye, qui était réceptionniste à l'hôtel militaire tout près du mess des officiers, a été arrêté à son lieu de service, encore une fois par des agents du renseignement militaire qui ont été bien identifiés. Les deux, depuis leur arrestation, restent introuvables. Le deuxième rapport a porté sur la disparition forcée de Selemani Niyonzima, un militant du parti MSD, et de son ami Venant Kayovera alias Amadi, militant du parti CNL, arrêté par le renseignement militaire le 31 juillet 2021. Selemani Niyonzima a été arrêté à son lieu de travail dans une pharmacie vétérinaire sise à la gare du Nord à Kamenge. Venant Kayovera a lui été arrêté à son lieu de travail au parking d'Ikotebu où il était rabatteur. Depuis leur arrestation, les 2 jeunes hommes n'ont pas été retrouvés également. Le troisième rapport a porté sur la disparition forcée de 3 personnes. D'abord, Charles Hamenimana, un ancien militaire burundais à la retraite, évangéliste de l'église anglicane à Mabanda, qui a été arrêté par des éléments du renseignement militaire le 15 mai 2021 sur la route Mabanda-Nyanzarak. Il a été également ensuite le cas de la disparition forcée du septuagénaire Juvenal Ndereimana, qui est aussi un ancien militaire burundais à la retraite, vivant en commune Songa, mais qui a été enlevé au chef-lieu de la commune Matana en province de Bururi par des agents du renseignement militaire. Il a été enlevé en même temps que l'avocat maître Tade Kanhongeko. Les Pacifiques Nina Hasbedo s'offusquent du silence des différentes institutions du pays, y compris la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Encore une fois, Pacifique Nina Hasbedo. Les familles des victimes ont tout fait pour retrouver les leurs. Ils les ont cherchés dans différents cachots. Les membres des familles se sont adressés à différentes institutions du pays. Mais comme c'était le cas dans le précédent rapport, les institutions burundaises restent muettes sur tous ces cas, y compris la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Encore une fois, nous lançons cet appel aux autorités burundaises de communiquer sur tous ces cas, surtout le général Prime Niyongabo, chef de l'armée burundaise, qui devrait éclairer l'opinion et dire où l'armée a mis toutes ces personnes. Et la journée internationale des victimes de disparition forcée est célébrée chaque année le 30 août. En page sécuritaire, un groupe armé de Mai Mai s'est introduit dans le camp des réfugiés burundais de Lusenda dans la nuit de vendredi à samedi et a volé tout sur son passage. Les réfugiés burundais vivant dans ce camp s'indignent donc de voir que la problématique d'insécurité qui y règne semble n'avoir pas de solution. Éloge Divin, Rémiche. C'était dans la nuit de vendredi à samedi quand un groupe armé composé de rebelles Maïmaï s'est introduit au niveau du site appelé Gatunguru, situé au camp des réfugiés burundais de Lusenda. Un vol s'en est suivi dans certains ménages de ce camp qui se trouve en République démocratique du Congo, témoigne cette source.
Des rebelles armés ont pénétré à l'intérieur du camp pour y voler et 2 ménages ont été visés. Une somme de 200 000 francs a été volée dans l'un des ménages, tandis que dans l'autre, qui abrite également une pharmacie, beaucoup de médicaments ont été volés. Au moment où il tentait de voler une moto qui se trouvait aussi dans l'un de ces 2 ménages, il est venu une intervention d'autres hommes armés et ont pu arrêter ces voleurs après un échange de balles. Nos sources précisent que ceux qui sont venus intervenir étaient d'autres rebelles Maïmaï qui ont installé leur position non loin du camp. Ce sont des rebelles Maïmaï qui sont venus intervenir et ont fait le constat que les voleurs étaient donc leurs compagnons d'armes. Ils les ont pris et les ont acheminés vers leur position. En partant, ils ont dit qu'ils pourraient les livrer aux forces gouvernementales pour qu'ils les traduisent devant la justice. À l'heure actuelle, des réfugiés burundais vivant au camp d'Urusenda révèlent qu'ils s'inquiètent énormément pour leur sécurité, d'où ces réfugiés demandent, comme ils l'ont toujours fait, que des groupes armés qui ont des positions aux alentours de ce camp soient chassés. Le nouvel actionnariat de l'hôpital qu'il a récemment mis en place inquiète beaucoup les actionnaires privés. Non seulement il a été mis en place en violation de la loi, mais il risque également d'entraîner la chute de cet établissement sanitaire qui fut de renom. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Ces inquiétudes des actionnaires privés sont basées sur la réticence au cours des assemblées générales de ce vendredi 25 août du commissaire aux comptes qui n'a pas fait de rapport sur le nouvel actionnariat vu que ce dernier ne correspond pas avec les bilans comptables lui présentés alors que la comptabilité doit aller de pair avec l'investissement. Un autre point qui suscite l'appréhension de ces anciens actionnaires majoritaires récemment rétrogradés à la minorité concerne la gestion d'un tel hôpital confié à l'État au moment où depuis la prise de pouvoir des actionnaires parapublics, le chiffre d'affaires de cet établissement sanitaire n'a cessé de dégringoler. Une société privée, irez-vous passer entre les mains des sociétés. Quand une société passe du privé au public, vous doutez bien que cela doit alarmer les actionnaires privés qui sont au courant de comment l'État gère ces sociétés. Au fait, ils craignent la dépréciation de leur société. Ce qui nous inquiète, c'est que depuis qu'ils ont pris les commandes en avril 2022, presque tous les équipements sont tombés en panne, sans parler de certains services qui ont été fermés après le départ d'une grande partie du personnel médical qualifié. Bref, aujourd'hui, l'hôpital Kila n'a plus le standard qu'il avait avant 2022. Avant 2022. Cet autre actionnaire privé qui a participé aux deux récentes réunions en Assemblée générale fait savoir que, à l'allure où vont les choses, ce nouvel actionnariat ne va qu'enterrer définitivement l'hôpital Kila à défaut de le réduire au rang des autres hôpitaux publics, faute de moyens. Aujourd'hui, il faudrait une injection. Aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait une forte injection de fonds pour réhabiliter tous les équipements endommagés. Mais qui va le faire puisque l'État n'en a pas les moyens? C'est vraiment un sérieux problème. Pour le moment, l'hôpital travaille à perte et l'État ne va rien en tirer. Nous craignons que notre hôpital soit relégué au même niveau des hôpitaux publics, à l'instar de l'hôpital Prince-Régent Charles ou la clinique Prince-Élie Guagasol. Nos sources au sein du personnel de l'hôpital Kila font savoir qu'aujourd'hui, cette structure sanitaire devient plus un hôtel qu'un hôpital, car les bilans médicaux se font ailleurs pour raison de panne des équipements médicaux et du départ du bon personnel médical. À titre illustratif, des scanners dont dispose cet hôpital, à savoir un de 64 barrettes et l'autre de 16 barrettes, tous de marque Toshiba, sont en panne, de même que l'endoscope pour la gastro-entérologie. Et la même source d'ajouter que bientôt, les malades ne pourront plus pouvoir être transportés ailleurs pour faire ces examens, vu qu'il n'y a qu'une seule ambulance encore fonctionnelle, laquelle risque aussi d'être mise hors circuit, faute d'entretien. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Page gouvernance. À présent, les mesures du ministre de l'Intérieur sonnent comme une chasse aux administrateurs communaux qui ne servent pas la population comme il se doit. Ce lundi, Martin Niteletse en a limogé 3. Il s'agit de Renova Sindaye Hebura, administrateur de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura. Il est accusé de manque de suivi de la commercialisation des produits de première nécessité destinés à la population de sa circonscription. Il y a quelques jours, Renova Sindaye
Kaihebura avait été cité dans le détournement de 15 tonnes de sucre destiné à sa commune. Le second, c'est l'administrateur de la commune Kayanza en province Kayanza. Gilbert Nyandwi est accusé d'insubordination, de la mauvaise gestion des deniers publics ainsi que du manque d'encadrement de la population. Le troisième administrateur limogé est Dismas Nsabdimana. Il dirigeait la commune Wusoni en province Kirundo il y a environ 3 jours. Dans sa commune, 12 tonnes de sucre destinées à la population ont été détournées. Et puis les prix des stands du marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion, vont être revus à la hausse et ce à partir du mois de septembre. Le coût est fixé à 23 600 francs par jour, soit un montant de 600 000 francs Burundi par mois. Une taxe sur valeur ajoutée de 10%, c'est-à-dire 18 000 francs, sera désormais obligatoire. L'annonce a été faite ce lundi lors d'une conférence de presse. Selon Karine Kamikazi, directrice administrative et financière du dit marché, cette mesure a été prise après avoir consulté les commerçants suivis. En date du 10 août 2023, nous avons discuté avec les représentants des commerçants dans différents secteurs de ce marché. On leur a expliqué les causes de la hausse de ces prix. Ils ont compris qu'il était opportun d'augmenter ces prix. Sur la question de savoir s'ils vont gagner de l'argent pour pouvoir payer ces stands, on aimerait vous informer que nous aussi, nous sommes des commerçants. Nous vendons ces stands. Aucun commerçant ne peut importer des marchandises ou les acheter à l'intérieur du pays pour les garder. Dans ce marché de Bujumbura City Market, personne parmi les actionnaires ne possède une place, c'est-à-dire que ces stands appartiennent aux commerçants. On ne peut pas s'approvisionner pour garder ces marchandises sur soi et pour chasser les clients. Un commerçant fixe le prix par rapport au pouvoir d'achat de ses clients. Ainsi, nous avons suffisamment pris du temps avant de fixer ces prix et nous l'avons fait pour le bien de ces commerçants car ce sont nos clients et la survie de ce marché dépend d'eux. On ne peut pas les contraindre à des montants qu'ils ne sont pas à mesure de payer. Dans le cas contraire, rien ne restera dans ce marché. Clôturons ce journal par la page Société où certains propriétaires des parcelles en mairie de Bujumbura s'insurgent contre la mesure les obligeant à ériger des bâtiments en étage. Une partie des citadins estiment que le gouvernement aurait trouvé une meilleure solution s'il avait sollicité leurs opinions. D'autres citadins, eux, pensent que la mesure a tout simplement pour objectif de confisquer leurs parcelles. Suivez plutôt ces citadins qui se sont confiés à la RPA. Selon le discours du président de la République disant que la population burundaise n'est pas pauvre, c'était un langage très étonnant. Par exemple, la population burundaise peut passer toute la journée sans toutefois avoir à manger. Une fois la retrouver, il peut prendre le repas une fois par jour. Donc, le président de la République a oublié là où il venait. Donc, la richesse qu'il a dans ces 2 ans état au pouvoir n'avait pas auparavant. C'est regrettable vraiment quand on entend le discours du président de la République qui dit que les Burundais ne sont pas pauvres alors qu'ils ne mangent pas même une fois par jour. Et d'ailleurs, suivant les indicateurs internationaux de pauvreté, on voit que le produit intérieur brut, il est évalué à quel niveau. Pour dire qu'un pays la population est pauvre par rapport à l'autre, il faut regarder les indicateurs internationaux sur le produit intérieur brut. On constate que ce n'est pas tout le monde qui peut manger une fois par jour. Et si on ne peut pas manger une fois par jour, est-ce qu'on peut dire qu'on est riche? On est dans une pauvreté très remarquable et très miséreuse. Donc, ces discours sont démagogiques. Il ne faut pas continuer à divulguer ce message. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin ce journal en français. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.